vous avez dit très justement que le rapport entre le professeur, la professeure et l'élève était un rapport où l'empathie jouait beaucoup. C'est un rapport où il y a de la corporéité, c'est un rapport où il y a de la parole. Et moi, je crois beaucoup à la voix. Je crois que la voix est quelque chose d'essentiel, le partage aussi. Je crois que c'est un rapport aussi à un collectif et pas simplement à un individu, et que ça, c'est fondamental. Il faut pas oublier que ChatGPT s'adresse à des consommateurs. C'est un service qui est mis au service de consommateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, si vous interrogez les robots conversationnels, ils vous disent en permanence que leur avantage, c'est qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'ils sont des services qui répondent à des besoins ou à des demandes individuelles, alors que des élèves qui viennent en classe ne viennent pas recevoir un service. Ils viennent dans une institution où ils partagent un savoir. Ils viennent dans une institution à un moment donné, dans une temporalité donnée. Ils arrivent ensemble et le fait qu'ils viennent ensemble avec leurs différences, partager les mêmes savoirs, c'est le fondement de cette école, la différence des trajectoires et les mêmes savoirs partagés. Et relier les différentes trajectoires au même savoir, c'est évidemment fondamental et c'est ce que, pour le moment, les robots ne peuvent évidemment pas faire puisque cette présence-là n'est pas là. Je voudrais ajouter juste que le rapport personnel entre l'élève et le professeur, c'est un rapport médiatisé aussi, médiatisé par des connaissances qui se transforment en savoir, par des connaissances qui ont pour objectif de forger ce que vous appelez des compétences, même si on peut discuter sur l'utilisation de ce terme. Alors, qu'est-ce que nous devons privilégier face à l'intelligence artificielle ? Moi, je dirais la pensée critique, bien sûr. La pensée critique qui se développe sur toute une série de domaines. La vigilance. Je pense que là-dessus, il faut évidemment que nous autres enseignants, nous interpellions les fabricants pour que tout ce qui sera dorénavant fabriqué par l'intelligence artificielle soit marqué comme tel. Il est inacceptable que des données issues de l'intelligence artificielle ou des textes issus de l'intelligence artificielle ne soient pas identifiés comme tels. Là, il faudra légiférer. Je crois que, et les enseignants ont besoin de faire pression pour dire non, non, l'intelligence artificielle, il faut que tout ce qui est produit par ça soit très précisément identifié comme tel. Vigilance, curiosité. Alors, curiosité, c'est tout bête, c'est tout simple. Hein. Curiosité, d'abord, on va comparer, par exemple, un certain nombre d'intelligence artificielle, des robots conversationnels. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. La même question, elle peut être posée à plusieurs, puis on compare. Comparaison aussi. Je lisais récemment que une intelligence artificielle qui interrogeait que l'on interrogeait sur les meilleurs restaurants à Tel Aviv, selon qu'on l'interrogeait en français, en anglais, en hébreu, en arabe, eh bien, ne vous donnez pas la même réponse. Vigilance sur le rapport entre la question et la réponse, parce que le robot va évidemment travailler sur cette question qu'on appelle prompt, mais moi je suis contre le fait d'appeler ça par des mots particuliers. Redonnons au mot de question le sens de question, redonnons au mot de demande le sens de demande, et utilisons les mots de la langue française qui sont à notre disposition. Comparer, décortiquer aussi ces textes, décortiquer avec les élèves ces textes, on va trouver des choses intéressantes, on va s'apercevoir que le robot conversationnel, de par sa structure et son algorithme aujourd'hui agrège ce qu'il convient de distinguer. C'est-à-dire, il fait en permanence des listes, tout simplement parce qu'il va chercher dans sa base de données ce qui se rapproche. Or, à l'école, on va chercher ce qui se rapproche, mais pour le distinguer. Dès l'école primaire, la pensée, c'est distinguer, la gentillesse, c'est pas la politesse. Le robot, il vous mettra la gentillesse, virgule, la politesse, virgule, la générosité, virgule, il vous fait des listes. Nous apprenons à distinguer dans ces listes les choses. Alors, on peut demander au robot de distinguer. Il le fera. Mais spontanément, il ne va pas distinguer. Puis le robot, il est toujours dans une évacuation au fond de la question des valeurs. Une des choses les plus intéressantes que j'ai vécues, pas plus tard que la semaine dernière, avec des collègues, c'est des collègues professeurs de lettres et de philosophie qui
ont utilisé les robots conversationnels sur un certain nombre de dilemmes moraux. Alors, vous connaissez, je suppose que les collègues connaissent la question des dilemmes moraux, la tramanologie, comme on dit, puisque c'est le fameux dilemme du tram. Hein, on imagine qu'il y a que vous êtes au bord d'une voie de tram, que sur cette voie de tram, il y a des personnes qui sont liées avec des cordes et que le tram va les écraser. Il y en a 5. Vous avez la possibilité de dévier le tram pour le faire aller sur la voie où il n'y a qu'une personne. Est-ce que vous avez le devoir ou non, ou le droit de sacrifier une personne pour en sauver 5, etc. Et dès qu'on pose des questions comme ça, l'élève va découvrir que le robot ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre, ou alors il va vous répondre en vous disant si vous êtes favorable à telle valeur. Autrement dit, il va vous répondre en vous renvoyant votre responsabilité. Parce que au fond, il va vous répondre je ne suis pas compétent et il ne peut pas l'être. Et heureusement qu'il ne l'est pas. Et là-dessus, il faut alerter à la fois les collègues et les élèves sur la question des valeurs. Le robot n'est pas compétent sur la question des valeurs. La question des valeurs, c'est son angle mort. Alors, parfois, il fait semblant de l'esquiver, cette question des valeurs. Parfois, il dit « je suis pas compétent ». Mais dans tous les cas, je pense qu'il est essentiel de garder à l'esprit que une moyenne statistique ne peut pas être regardée avec cette même ou doit être regardée plus exactement en étant en permanence interrogée sur au fond quelles sont les valeurs qui sont là derrière, est-ce qu'il y en a pas, et quelle est ma marge de liberté face à ça.